Une des grosses différences entre les IA actuelles et les humains, c'est la capacité à apprendre rapidement. Few-shot learning, on dit. Par exemple, un enfant, vous lui montrez 3 photos de chats et il est ensuite capable de reconnaître un chat, y compris dans des situations qu'il a jamais vues, et de s'en souvenir par la suite. Ce que les IA ne sont absolument pas capables de faire. Elles peuvent apprendre, mais il leur faut des milliers, des centaines de milliers d'images de chats pour comprendre ce qu'est un chat, et en plus, c'est pendant la phase d'entraînement, c'est-à-dire pendant la phase d'utilisation, elles ne sont plus capables d'apprendre quoi que ce soit. Là, on a un papier qui vient de sortir sur ce qu'ils appellent un Self-Adapting Large Language Model, SEAL, qui brise cette limite, et qui parvient à faire des scores impressionnants. Donc on va examiner ce nouveau type de modèle, on va voir si la promesse est véritablement tenue ou pas, ou est-ce que c'est encore du buzz. Ça, c'est la première news qu'on va regarder. On va regarder aussi le nouveau système multi-agent de Google, Mass, très intéressant, qui fait écho à ce que je vous disais récemment sur GPT-5, qui serait peut-être un modèle qui chapeaute d'autres modèles. Google est en train de travailler sur des choses similaires. Et on va regarder le décodage du langage animal par les IA. Ça, c'est quelque chose qui m'enthousiasme beaucoup. Les doomers insistent sans arrêt sur les impacts négatifs potentiels des IA, mais il y a aussi ce genre d'impacts qui peuvent totalement reconfigurer notre relation à la nature. Et là, en l'occurrence, il y a des progrès qui ont été faits dans ce domaine, récemment. Et puis on va examiner le témoignage de ce jeune homme qui explique, et c'est pas une blague, que l'IA a ruiné sa vie. Témoignage très touchant et très instructif. Bon, on va d'abord parler de SEAL. Donc ça a fait un petit buzz sur le net, ce nouveau type de modèle qui peut apprendre après avoir été entraîné. Et qui en plus passe le 72% du test ARC-AGI. Donc c'est un des tests en tout cas qui servent à déterminer si une IA a une vraie intelligence dans le sens similaire à la nôtre. C'est un test qui a été mis au point par François Chollet, qui commence à saturer avec O3, mais pour l'instant ça coûte, je sais plus exactement, mais ça coûte 3 000 € pour répondre à une question. Donc, alors que pour un humain, ça prend quoi 3 secondes, c'est des trucs évidents pour nous. Donc c'est un test très intéressant pour déterminer les vraies capacités de raisonnement des IA, la généralisabilité. Bref, percée, rarement vue, et qui pourrait ouvrir de nombreuses possibilités. Et effectivement, ça changerait beaucoup de choses. Est-ce que c'est le cas ? Alors, là, je vais passer un peu vite dessus. Effectivement, on a une description, un résumé de ce qu'il y a dedans. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? Donc, on voit Adam Zweiger, qui est l'auteur principal, en fait, du papier. Voilà, vous l'avez ici. Adam Zweiger, qui vient modérer un petit peu les ardeurs. Merci pour le post, mais attention à ne pas induire les gens en erreur. Ce n'est qu'un sous-ensemble des tests de ARC qui ont été résolus correctement. Ces résultats sont, en gros, alors un jouet, pour traduire ça, c'est des tests pour jouer avec, pour voir si c'est une piste prometteur ou pas. Alors le fonctionnement, en fait, n'est pas si compliqué que ça à comprendre. C'est un modèle de langage, c'est un framework, donc c'est pas que un modèle de langage, il est couplé à des outils, et l'idée c'est que il va générer lui-même ses propres jeux d'entraînement par rapport à la tâche qu'on lui demande d'accomplir. C'est assez surprenant comme technique, mais visiblement ça fonctionne. En tout cas, c'est prometteur. Et ensuite, donc le modèle applique lui-même du fine-tuning, du raffinement pour faire évoluer ses poids. Donc ce qu'il a appris, c'est différent du RAG, quand on lui donne un contexte qui est passé à travers le prompt. Là, c'est vraiment inscrit en lui. Il apprend vraiment des nouvelles choses. Donc voilà, l'algorithme en fait utilisé n'est pas très compliqué. Pour ceux que ça intéresse, mettez-le en pause et je vous laisse le lire. On va regarder plutôt les limites de ce système. Donc j'en ai déjà évoqué une, c'est que ça n'a été testé que sur un petit sous-ensemble du test ARC, 11 tests si je dis pas de bêtises, quelque chose comme ça. Bon, pas énormément. C'est juste pour voir si la méthode fonctionne avant d'essayer d'aller plus loin et de la généraliser. Mais, voilà. Le plus gros problème, en fait, c'est ça. C'est que oui, il apprend des choses, mais si on continue à lui faire apprendre des choses,
il se passe ce qui, dans le jargon, s'appelle l'oubli catastrophique. Donc retenez bien ce terme parce que c'est une des grosses limitations des IA, en fait, actuellement. Les techniques qu'on déploie pour leur apprendre des nouvelles choses en temps réel aboutissent, pour le moment, à des oublis catastrophiques. Donc on est très loin, en fait, même avec cette méthode qui a l'air de fonctionner, d'avoir résolu la problématique de l'apprentissage comme nous le faisons les humains. Donc voilà, méfiez-vous, parce que c'est toujours la même histoire avec ces IA à chaque fois. C'est des titres qui exagèrent. Et là, c'est quelqu'un que je suis, c'est quelqu'un qui est assez sérieux. Ça arrive à tout le monde de pas lire tout le papier et de ne pas voir les limites du papier. En général, c'est toujours pareil. On commence par lire l'abstract pour voir si c'est intéressant. C'est à ça que ça sert. Et puis après, on oublie parfois d'aller lire la partie limitation. Voilà. Et le problème, c'est que d'un côté, ça alimente le buzz sur les IA vont tout péter, vont tout casser, vont tout changer, ce qui est fort possible. En tout cas, pour l'instant, ils sont déjà en train de changer pas mal de choses. On va en reparler avec le témoignage de ce jeune homme. C'est difficile de savoir dans quelle mesure ça va impacter le milieu du travail, les relations sociales et tout ça. Bon, on est dans l'incertitude. Et de l'autre côté, ce même genre de titre alimente les doomers qui disent « Ouais, ça y est, regardez, elle s'est échappée, elle a essayé de se dupliquer, elle ment, elle veut nous manipuler. » Bon, oui, ça arrive, mais c'est marginal, c'est dans des environnements contrôlés. En plus, ce qu'ils ne disent pas, c'est comment on sait qu'elle a menti. C'est parce qu'on a ouvert le capot. Et, bon, bref, vous avez compris l'idée, donc attention au titre. Mais il n'empêche que, bon, voilà, ça avance petit à petit. Et bien sûr, on a la prochaine génération d'IA qui est en préparation, donc ce ne seront pas des large language models, mais des world models, des modèles du monde, qui sont très prometteurs. On va passer à la news suivante, donc le nouveau système multi-agent de Google. Un des problèmes actuellement des IA, c'est que on a tout un écosystème d'IA dont certaines sont meilleures pour certaines tâches et d'autres pour d'autres tâches. C'est pas toujours évident de savoir laquelle utiliser. Bon, si c'est pour du codage, on sait que c'est Claude en général. Le problème, c'est que Claude est assez cher. Donc parfois, si c'est du codage un peu moins complexe, autant se contenter de DeepSeek par exemple, qui est beaucoup moins cher et qui fait le job la plupart du temps. Ça, c'est le premier problème. Quelle IA utiliser? Deuxième problème, c'est le prompting. C'est que vous vous plantez dans votre prompting et ça peut avoir des conséquences importantes. Donc Google travaille sur un système, donc ici on parle d'un framework d'optimisation des agents. Donc ce n'est pas une IA pour le moment, c'est un programme, un framework c'est un programme, basiquement, qui utilise des IA mais d'une manière plus performante. Donc l'idée, c'est justement ça, c'est d'aider à choisir les meilleurs prompts. Et quand il parle de topologie, en fait, c'est les meilleurs IA. Donc les agents sont reliés les uns les autres. Il y a celui qui va orchestrer, il y a celui qui va s'occuper de telle tâche, etc. Donc on parle de topologie. C'est très proche. Sauf que c'est un agent et pas une IA qui fait l'orchestration de ce dont je vous parlais pour peut-être GPT-5. Parce qu'un des problèmes actuellement d'OpenAI, c'est qu'ils ont plein de modèles et que ça devient incompréhensible de savoir lequel utiliser. Les prix évoluent tout le temps, les fonctionnalités, les nouveaux modèles sortent, on en a pratiquement un tous les mois. Donc voilà, ce genre de système, évidemment qu'ils travaillent tous là-dessus. Et donc là où c'est intéressant, c'est de regarder les résultats. Et effectivement, ça améliore sur les tâches qu'on lui donne à faire, de raisonnement, la recherche dans du contexte long. Alors le multi-hop long contexte, c'est quand il faut récupérer une information disséminée à plusieurs endroits dans le texte. Les IA sont pas très très bonnes à ça. Donc ça améliore aussi dans le codage, mais pas tant que ça en fait. On grappille. Disons que voilà, on voit bien que on rajoute des couches et des couches de complexité à chaque fois, c'est toujours pareil. Quand on s'est rendu compte que l'IA ne pouvait pas apprendre, on a inventé le RAG. Donc on lui donne dans son contexte les nouvelles informations sur lesquelles on veut qu'elle travaille. Mais on s'est vite rendu compte que le système de RAG lui-même avait des grosses limitations. Donc aujourd'hui on a je ne sais combien de systèmes de RAG qui essaient d'outrepasser les limites du RAG lui-même. Et on n'en finit pas comme ça. Alors, on a toujours la base qui fonctionne, c'est-à-dire les LLM, mais par-dessus, on a une couche de complexité qui grandit sans arrêt et qui devient de plus en plus difficile à gérer. Savoir quel IA utiliser, savoir quel système de RAG utiliser, savoir quel prompt utiliser, savoir quel agent ou système d'agent utiliser à chaque fois. Bon, et là, oui, on est dans la destruction créatrice, c'est-à-dire que si les IA prennent
remplacent d'anciens boulots, c'est vrai qu'elles en créent des nouveaux. Mais c'est des boulots, alors là, honnêtement, ultra techniques, qui ne vont pas être accessibles à monsieur tout le monde. Et en plus, donc voilà, c'est ce que je vous disais, le rythme d'apprentissage de ces systèmes et des IA est tel que si ce genre de système parvient à fonctionner suffisamment bien, eh bien, précisément, le boulot d'ingénieur qui consistait à optimiser tout ce dont je vous parle précédemment va être remplacé par une nouvelle IA. Voilà, là on est en plein dedans dans les problématiques posées par les IA. Donc voilà, ça a rajouté 3% de performance, on est passé à 84 au lieu de 76. Bon, c'est des gains marginaux, c'est pas révolutionnaire. On verra ce que va nous proposer GPT-5. Est-ce que on arrive à une phase de plateau qui va être débloquée par les modèles, les modèles de monde, World Model? Est-ce que GPT-5, ils ont fait encore une percée? On verra. Il y a Grok 3.5 aussi qui promet de raisonner à partir des principes premiers qui pourraient débloquer encore des choses. Maintenant, on va passer à la news sur le décodage du langage des loups. Alors voilà comment ils ont fait en fait, ils ont pris une tanière, puisque les loups sont territoriaux, et ils ont mis des systèmes d'enregistrement. Et voilà ce que ça donne, le résultat des sons qui sont enregistrés. Et ce qui apparaît immédiatement, c'est que ça... on voit les sons en journée. Donc là, en fait, c'est les oiseaux. La cacophonie de la journée, c'est les oiseaux. Et les loups, finalement, communiquent la nuit. Tout ce qui est entouré ici, ce sont les vocalisations des loups. Ensuite, ils ont réussi à isoler les différentes vocalisations des loups, et c'est là où c'est vraiment intéressant, c'est là où ça commence l'analyse, pour voir qu'est-ce qu'ils se racontent les uns les autres. Je vous mets un petit extrait. Visualizes sound, and your eyes and AI can see patterns in them. Here's the howl from just one of those wolves. And here's all 50 wolf howls at the same time. Software algorithms help us find signal in that noise. Voilà. À partir de là, et en observant leur comportement, ils ont pu commencer à associer des schémas vocaux avec des comportements. Et le premier hurlement que vous avez entendu, en fait, signifie je suis là. Now, a howl basically means here I am. Et ils sont parvenus à identifier une vingtaine de types d'appels différents. Donc certains pour signaler du danger, pour signaler... par exemple, qu'il y a une autre meute à côté, pour signaler une blessure. Et pour l'instant, on ne sait pas encore s'ils ont des manières de s'appeler individuellement ou pas. On sait, par exemple, chez les éléphants, qu'ils s'appellent par leur prénom. Enfin, je dis ça, évidemment, c'est une anthropomorphisation. Disons qu'ils parviennent à se reconnaître, à s'appeler spécifiquement comme s'ils avaient des noms. Bon, pour les loups, on ne sait pas encore si c'est le cas. Mais très intéressant aussi, ils ont des hurlements en chœur. Et pour le coup, ça sert à signaler que c'est leur territoire. Et c'est initié souvent par la femelle alpha. Et les autres suivent. Voilà où on en est. Alors évidemment, il ne faut pas s'attendre à découvrir qu'ils discutent de philosophie ou je ne sais quoi. Leur langage est avant tout pratique. Et alors, j'ai pas retrouvé la référence, malheureusement, mais j'ai écouté un talk récemment, une vidéo qui expliquait l'évolution probable du langage chez l'homme et les étapes par lesquelles on serait passé. Et il y aurait eu 3 étapes. La première, c'est la commande. Donc, et je pense que c'est là où en sont les chiens, par exemple. Vous pouvez leur indiquer de faire quelque chose. Ils sont capables de comprendre des commandes. La deuxième étape, c'est les associations. Par exemple, la boule rouge, s'il y a des boules rouges et des boules vertes. A priori, ça, un chien ne saurait pas le faire. Et la troisième étape, évidemment, c'est la grammaire, la récursivité. Ça, donc les loups ne sauraient pas le faire, c'est pour ça qu'ils ont un langage aussi rudimentaire, ils ont besoin de quelques commandes, une vingtaine, pour interagir entre eux. Et la récursivité, donc le fait d'avoir une grammaire, n'est pas spécifique aux humains. Les corbeaux l'auraient aussi, corbeaux animaux très intelligents, et potentiellement les dauphins aussi qui... sont parmi les animaux les plus sociaux qui manifestent des comportements de groupe un peu similaires aux nôtres. Notamment des comportements de violence collective. Ils font partie des rares espèces qui, comme nous, ont ce genre de comportement. Et ça pourrait être associé à des langages plus évolués. On sait que les dauphins ont des langages évolués. Là, pour le coup, c'est pas grâce aux IA, mais c'est par des calculs statistiques des niveaux d'entropie ou de complexité de Kolmogorov, qui est, en tout cas dans leur vocalisation, qui est semblable à la nôtre et qui indiquerait donc une structure
un peu similaire. Bon, tout ça est passionnant. Le fait petit à petit de découvrir la richesse de ces intelligences étrangères à la nôtre, je trouve ça génial. Et dernière news, donc, ce jeune homme, le témoignage de ce jeune homme, pour qui, et ce n'est pas, pour le coup, une hyperbole, c'est pas une exagération, l'IA a ruiné sa vie. Alors, il ne parle pas que des IA, il parle des coulisses du monde des réseaux sociaux dans lequel il a travaillé. Il explique qu'il était monteur de vidéos, et puis CapCut est arrivé, et du jour au lendemain, ses compétences qu'il avait mis beaucoup de temps à acquérir, notamment avec Premiere, si je dis pas de bêtises, sont devenues complètement obsolètes du jour au lendemain. Ah, voilà. But then once CapCut became mainstream with all of its AI tools, everything became, completely easy. C'est exactement ce que je vous ai expliqué dans une vidéo précédente, l'effet Colt. Les compétences intellectuelles sont déclassées du jour au lendemain, sont accessibles à n'importe qui grâce aux IA. Donc ensuite, il a fait d'autres boulots, notamment copywriter, donc écrire des scripts pour des chaînes qu'il a aidé à propulser. Voilà, la chaîne est passée grâce à lui de 200 000 abonnés à 600 000. Donc pas mal. Mais voilà la conclusion de cette affaire pour lui. Now, why do I say that AI ruined my life? Because this was a great job. Then my grandpa died and I took a week off because it really messed me up. Donc là, il dit c'était un super boulot. Il a pris une semaine de congé parce qu'il a perdu son grand-père et ça l'a mis en vrac. When I came back, he fired me. Et quand il est revenu, il s'est fait virer. The reason AI messed me up though, is that this guy then used AI based on the scripts I already wrote. Et voilà. C'est terrible. Le gars qu'il avait embauché a utilisé l'IA avec ses propres scripts pour continuer à écrire des nouveaux scripts basés dessus. De bonne qualité, mais qui fonctionnaient. To make more lower quality videos. Keeping the same series going. He's gotten millions of views ever since. Making maybe hundreds of thousands of dollars. Based on the brand that I originally helped to make with the scripts and my idea for it. Voilà, donc là, ce qu'il explique, c'est que ce gars a sûrement dû se faire des centaines de milliers de dollars basés sur son travail pour lequel lui-même n'a été payé que, je sais plus, 400, moins de 1000 dollars, chose comme ça. J'ai pas fait le total, mais bon, bref. Et voilà, le problème, c'est que il parle aussi de TikTok, de l'arrivée de TikTok et des gens qui se contentent de faire des comptes où il recopie le contenu viral d'autres comptes. C'est pas du tout régulé. Et en fait, le travail de qualité est complètement dévalorisé ou pillé. Et il dit, c'est pas possible, en fait. Il ne s'en sort pas. Bon, évidemment, il y en a qui s'en sortent bien, mais il y a un sous-prolétariat qui est en train de se créer à cause des IA. Certes, elles font du moins bon boulot que des humains expérimentés, mais elles font un boulot suffisamment bon pour être déployé massivement, sachant que les exigences de qualité en face, finalement, ne sont pas au rendez-vous. Les gens, ils veulent juste, beaucoup de monde veulent juste de la distraction, et de la distraction massive. Et voilà, donc cette vidéo a fait plus de 300 000 vues. Il a eu énormément de commentaires, de soutien très positifs qui lui ont fait chaud au cœur. C'est ce qu'il a marqué ici. Il est passé rapidement de 160... followers, là, 2 mois après, il est à 7000. Donc cette vidéo l'a propulsé, ça a touché des gens, je pense, et c'est mérité. Et bien sûr, il ne faut pas forcément généraliser son cas, mais c'est bien aussi de voir de temps à autre chose que des statistiques, de voir le concret, ce qui se passe vraiment. Donc voilà, je tente un nouveau format condensé de news les plus intéressantes, plutôt que de faire des focus sur un sujet particulier. On verra ce que ça donne. Si ça vous plaît, likez, commentez, partagez et abonnez-vous. On va continuer à suivre ce changement de civilisation que nous sommes en train de vivre et comment nous y adapter et en tirer parti plutôt que de le subir ou d'en pâtir.